Je vais passer la parole à Christian Tremblay, deuxième intervenant. Et bon, Christian Tremblay est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA, docteur en sciences de l'information. Et en 2005, il a cofondé l'Observatoire européen du plurilinguisme. Donc, il est le président de l'OEP, il dirige la collection plurilinguisme et il rédige la lettre électronique d'information de l'OEP également. L'OEP a à son actif pas mal de colloques et de collaborations scientifiques. Et notamment, il faut remarquer l'organisation des assises. Et donc, il y en a eu 5 d'organisés déjà: Paris, Berlin, Rome, Bruxelles, Bucarest. Et les 6e auront lieu à Cadix en 2022. Donc, peut-être certains d'entre vous voudront bien participer à cet événement. Bon, il est auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles. Et bon, il y en a un qui vient de paraître dans un ouvrage réalisé sous ma direction. Et je vous donnerai les références tout à l'heure. Et l'article, il est intitulé Politique linguistique d'entreprise entre adaptation empirique et emprise culturelle, quelle place pour la rationalité économique? Bon, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la traduction automatique, mais comme c'est un article qui vient de paraître, et je voulais quand même le souligner. Aujourd'hui, il va être question, donc, dans son exposé, de justement la traduction dans les institutions de l'Union européenne. Donc, tu as la parole. 20 minutes. Merci José Carlos. Je vais procéder au partage de l'écran. Comment je vais faire? Je vais faire déjà ça et j'arrive ici. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, mon exposé est intitulé « La traduction automatique dans le contexte d'institutions européennes ». Donc, vous voyez que je me situe un peu dans le prolongement de l'exposé qui a été fait ce matin par Daniel Proux pour la Direction générale de la traduction. Mais j'ai un sous-titre qui est « Essai de traduction automatique comparée ». Voilà, c'est un essai. Alors, le contexte qui motive cet exposé, en fait, c'est le fait que la présidence de l'Union européenne, qui est assurée par les Allemands, a innové. Jusqu'à présent, chaque présidence, vous savez que les présidences de l'Union européenne sont des présidences tournantes semestrielles, et jusqu'à présent, les langues qui étaient traduites, c'était les langues, soit la langue bien sûr du pays qui assure la présidence, et les 3 langues dites procédurales, c'est-à-dire l'anglais, le français et l'allemand. Donc ça donnait au minimum 3 langues, éventuellement 4 langues, donc quand les pays, c'est la majorité, font partie du trio. Lors de cette présidence là, qui est en train de s'achever, qui a démarré en juin, les Allemands, en fait, ont présenté leur site en 3 langues et ont ouvert toutes les autres langues à la traduction automatique. Ils s'appuient, tel que ça apparaît, non pas sur e-translation, logiciel de la DGT, mais sur DeepL, ou au moins une version de DeepL particulière
parce que vous verrez que moi-même, utilisateur de DeepL, je n'ai pas toujours exactement le même résultat que ce qu'ils obtiennent sur le site. Donc, le cadre général aussi, c'est un cadre, je dirais, politique, parce que tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne et sur le plan linguistique est très chargé de politique, et les institutions européennes sont régulièrement critiquées du fait que, premièrement, la grande plateforme Europa, qui accueille des dizaines, voire enfin plus d'une centaine de sites Internet, notamment ceux des directions générales, sur ces plateformes, en fait, l'anglais est quand même très largement dominant, même si des efforts ont été faits dans les dernières années. Il faut bien le reconnaître. Voilà. L'autre reproche général, alors bien sûr, c'est quand même très ennuyeux pour beaucoup de citoyens européens de ne pas pouvoir accéder à l'information dans une langue qu'ils maîtrisent parfaitement et sont obligés parfois de souffrir à lire en diagonale des articles dans une langue qui n'est pas la leur. Ça, c'est bien sûr, ça ne concerne pas tout ce qui est publié au journal officiel, mais il y a une masse considérable d'articles qui sont publiés et qui sont régulièrement mis à jour sur les différents sites de la plateforme Europa et qui, en termes de communication, bien sûr, ont une place très importante. L'autre reproche qui est fait, c'est que 80%, plus de 80-90% des textes européens sont rédigés en anglais, en contradiction d'ailleurs avec le règlement numéro 1, 58.1, qui est en fait le règlement qui donne le régime linguistique de l'Union européenne. Plus de 80% de ces textes sont rédigés en anglais par des rédacteurs qui sont très majoritairement non anglophones. Et donc, ces rédacteurs sont en fait utilisés comme des traducteurs de premier niveau. Voilà. Donc, la question qui a été posée ce matin et qui a été évoquée par Daniel Kruse, c'était la question de la généralisation. Donc, non seulement la présidence allemande s'est lancée là-dedans, mais qu'il y a des essais qui sont faits pour étendre cette organisation. Donc, on voit la problématique qui a été évoquée il y a un instant, à savoir qu'il y a une partie des textes qui sont en fait des traductions, pas des traductions, mais qui sont des textes originaux, parce que ce sont des textes qui ne sont pas le produit d'une traduction, ou du moins s'ils ont le produit d'une traduction, c'est qu'ils ont été entièrement validés pour être considérés avec le statut en fait de texte original. Voilà. Et la question aussi que je vais poser aussi, est-ce qu'on pourrait envisager que la TA devienne un outil à la disposition des rédacteurs eux-mêmes, éventuellement, dans la mesure où la plupart des rédacteurs européens connaissent 2, 3 langues, voire 4 langues, voire 5 langues. Donc, je vais faire une analyse critique. On s'est réunis à 3 personnes et en tant que simplement utilisateur, relativement expert en matière d'institutions européennes, nous avons souhaité faire une évaluation que nous avions l'intention de communiquer à la présidence allemande. Alors, soit dans une perspective, soit que la présidence allemande augmente le nombre de langues vérifiées, de traductions vérifiées, soit que, mais à terme plus lointain, on envisage des moyens quand même d'élever le niveau de la traduction automatique, même si celle-ci est quand même globalement, disons, globalement très satisfaisante. Alors voilà, je vais dérouler 3 exemples. Et à chaque fois, je les signale avec ma souris, avec la source allemande, la source française et la source anglaise. Et on voit comment, quel est le résultat obtenu. Et je vais faire ce qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, à savoir que je vais utiliser quasiment de manière quasi systématique la traduction inverse. Donc, je pars de l'allemand, je traduis en italien et je reviens de l'italien vers l'allemand ou de l'italien vers le français, et ainsi de suite. Donc, le premier exemple est tiré
est tiré des messages d'Angela Merkel qui figure enfin, quasiment en première page du site, évidemment, de la présidence allemande. Alors, bon, je ne suis pas germaniste, alors vous excuserez si vous pouvez lire la phrase. C'est une phrase c'est la fin du message. Machen aus sich für Europa stark, denn Europa gelingt nur gemeinsam. Donc, ce qui, en français, nous donne un résultat qui est ici, qui, vous aussi, vous êtes fort pour l'Europe. Bon. Si je me transfère sur la source française de la même phrase, en fait, c'est « vous aussi agissez pour l'Europe ». Le deuxième membre de cet extrait, c'est « Den Europa gelingt nur gemeinsam ». Et là, en fait, c'est… Alors, en français, ça donne « parce que l'Europe ne réussit qu'ensemble ». Et dans la version originale française, on a « elle a besoin de chacun de nous pour réussir ». Bon. Je vais laisser de côté la deuxième partie, parce que bon, dans l'ensemble, même si les traductions ne sont pas excellentes, il n'y a pas de véritable contresens, mais en l'occurrence, en ce qui concerne la première partie, on a des résultats qui sont quand même tout à fait, je ne dirais pas désastreux, mais pas véritablement acceptables. Donc, je vais donner la traduction française. En italien, en fait, on a une déviation qui est à peu près du même genre. Anche voi siete forti per l'Europa. Bon, vous aussi, vous êtes fort pour l'Europe. Donc, il y a une dimension impérative dans la source allemande, machen aus sich, une dimension impérative dans la source française, vous aussi agissez pour l'Europe, qu'on ne retrouve absolument pas dans la traduction de l'allemand vers l'italien et vers le français. Si on part de la source française, on obtient en italien quelque chose d'un petit peu différent que ce qui est obtenu à partir de l'allemand. Anche voi fate qualcosa per l'Europa. Donc, vous aussi vous faites quelque chose, vous aussi vous faites quelque chose pour l'Europe. Et si je fais la traduction inverse de l'italien vers le français, vous aussi vous faites quelque chose pour l'Europe. On voit que là, on voit très bien que encore, même tout cet aspect-là, une disparition de la dimension impérative. Voilà. En ce qui concerne la source anglaise, je n'ai pas surligné parce qu'on a un résultat qui, en fait, est conforme. Je passe à un deuxième exemple. Bon, vous voyez quand même que la phrase d'origine n'est quand même pas une phrase compliquée. Bon. Je prends un deuxième exemple, et qui est également sur la page d'accueil du site de la présidence allemande. Alors, Mehr verrat unser Film. Je dis le contexte, en fait, il y a une vidéo, hein, et en fait, les auditeurs, les internautes sont invités en fait, à ouvrir la vidéo, hein, et qui, sans doute, peut donner davantage d'éléments que le texte écrit. Et en italien, ça nous donne « Il nostro film tradisce di più », ce qui en français est obtenu en traduction inverse, « Notre film trahit plus ». Bon. Si on prend la traduction vers l'espagnol, c'est « Más revela nuestra película », qui n'est pas trop catastrophique. Je ne sais pas ce que tu en penses, José Carlos, mais on n'a pas la trahison pure et simple qu'on trouve dans la version italienne. Bon, mais alors, bon, la traduction vers le français est assez dramatique. « Mort, M-O-R-E, révèle notre film ». Bon. Et la traduction vers l'anglais, « More reveal our film ». Bon, c'est bien. Donc, si je pars du texte français qui a son origine, qui à l'origine a été rédigé, sans traduction, c'est « regardez et découvrez ». Hein. Donc, ça donne « je n'ai rien surligné », mais si vous lisez ce que j'ai écrit, vous avez la traduction en italien, qui est tout à fait correcte. Vous avez une traduction
espagnole qui, je pense, est tout à fait correcte, et vous avez une traduction en allemande qui l'est également. Et la traduction vers l'anglais est conforme en fait à la source anglaise. À une différence près, c'est qu'on a Watch and Discover, sauf que dans DeepL, il faut le savoir, il y a toujours des propositions variées. Il y a toujours une première proposition qui est la plus probable, mais on a une capacité de faire varier les traductions, et qu'en deuxième lieu, la traduction proposée par DeepL standard, pas celui du site de la présidence allemande, c'est Watch and Find Out. Voilà. Donc là, en fait, on peut c'est encore une autre source d'erreur que quand même très, très vite trouvée quand même, hein, qu'on peut expliquer en ce qui concerne l'italien par le double sens du verbe allemand verraten. C'est un Allemand qui faisait équipe avec nous qui nous a dit, mais verraten, ça peut signifier soit trahir, soit révéler. Et donc la traduction rapide de DeepL, c'était de nous donner trahir, c'était la plus probable. Mais évidemment, sur le site de la présidence allemande, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule traduction. Si on utilise à titre personnel DeepL, eh bien là, on regarde un peu les autres propositions et on trouve tout de suite révélé. Troisième exemple. Là, on n'est pas dans la présidence allemande, c'est une autre. Il s'agit d'un communiqué, en fait, d'un hommage rendu par le Parlement européen au professeur français qui était victime, comment il s'appelait? Excusez-moi, le professeur français qui a été victime, qui a été tué. Comment? Paty, Samuel Paty. Samuel, je sais le prénom qui m'échappait, Samuel Paty. Et donc, le président italien du Parlement européen a publié un communiqué 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, montrer une caricature de Mahomet pendant son cours tue, virgule, le fanatisme et l'intolérance tuent, au pluriel, a dénoncé le président. Bien. Là, on va regarder la traduction donnée par DeepL standard vers l'allemand, que je ne vous lis pas, je ne fais pas de l'analyse, comme je ne suis pas germaniste, je ne vais pas vous faire l'analyse, mais je vais prendre la traduction inverse, qui est tout à fait aussi probante que la traduction vers l'allemand. 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, qui montre une caricature de Mahomet pendant sa conférence, tue le fanatisme et l'intolérance. Je ne sais pas si vous avez compris, et je ne sais pas quel est le sujet qui montre. Peut-être que c'est Charlie Hebdo qui montre, mais en tout cas, le professeur qui était implicite dans le texte français, là est totalement, bien sûr, est totalement gommé. J'ai un doute, et on en a parlé d'ailleurs dans plusieurs exposés, sur le traitement du nom propre. On a l'impression que Charlie Hebdo n'est pas pris comme un nom propre, mais comme, ou plutôt, enfin, en tout cas, comme un nom propre, mais pas le nom propre d'un organe de presse. Donc, alors, en revanche, les traductions vers l'italien, si je lis la traduction vers l'italien, et là, je vais prendre, selon ma méthode, la traduction inverse. 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, montrer à l'infinitif une caricature de Mahomet pendant sa leçon tue. Et ensuite, tue le fanatisme et tue l'intolérance. Bon, là, toute la première partie de la phrase est tout à fait satisfaisante. C'est quasiment une restitution de la phrase initiale. En revanche, la fin est un peu plus problématique, mais je dirais, c'est surmontable quand même, parce que tue le fanatisme, évidemment en italien, c'est uccide il fanatismo et uccide l'intolleranza. Donc, il y a une inversion entre le sujet et le verbe, ça passe très très bien en italien, ça passe en l'occurrence beaucoup moins bien pour le français. Si je passe à l'espagnol, la traduction inverse me donne 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, montrer une caricature de Mahomet pendant sa conférence tue, le fanatisme et l'intolérance tuent. Là, on a une restitution exacte de la phrase initiale, et pour l'anglais, c'est pareil. Voilà. Donc, on voit que il y a une traduction en fait qui se trouve parmi les 4 langues et les 4 traductions étudiées. Il y a une traduction qui est problématique, en l'occurrence, c'est vers l'allemand.
Je ne sais pas, justement, c'est dommage que nous avions invité un représentant de DeepL à venir, mais on n'a pas eu de nouvelles et malheureusement, il ne peut pas nous répondre. Mais bon, si effectivement l'anglais est pour DeepL la langue pivot, on peut comprendre que la version vers l'italien, l'espagnol et l'anglais, finalement, soit globalement satisfaisante. Si ce n'est pas le cas pour l'allemand, c'est une question que je voudrais étudier, qu'on devrait étudier, pour laquelle il faudrait obtenir une réponse. S'il y a effectivement là une traduction sans passer par la langue pivot de l'anglais, il faut regarder plus à fond. Donc voilà, la traduction allemande, on voit un flottement sur l'identification de Charlie Hebdo qui apparaît comme sujet. Et en fait, la proposition principale devient une proposition subordonnée et le texte a perdu toute forme de cohérence. En italien, espagnol et anglais, l'infinitif est en fait rendu par un gérondif, ce qui semble tout à fait conforme. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Donc, je vais... alors, je ne développe pas, mais j'ai fait le même exercice avec Google Translate. Et là, on a beaucoup plus de jaune, ce qui montre que c'est beaucoup moins satisfaisant qu'avec DeepL, en l'occurrence. Hein. Donc, je vais conclure sur quelques petits points. Je crois qu'ils doivent nous amener vraiment à une réflexion fondamentale. D'abord, je crois qu'on l'a vu dans certains exposés, ça a déjà été dit, mais il faut le souligner, l'importance de l'original en tant que texte source. Donc, les textes sources, même s'ils sont en plusieurs langues, on dit la même chose, mais ça a été dit par des auteurs en plein sens du terme, même si les auteurs sont eux-mêmes des traducteurs. On voit très nettement que le texte français, il a une véritable force, en fait. Hein, j'essaie de le retrouver. Oui, non, pardon, il est là. Voilà, le texte français, vous aussi agissez pour l'Europe, c'est beaucoup plus fort que de dire vous aussi vous êtes fort pour l'Europe. Voilà. Mais voilà, donc l'importance de la langue source pour la suite. Alors, globalement, il nous semble quand même que les erreurs sont assez rares, mais ce n'est pas parce qu'elles sont rares qu'elles ne sont pas graves. Certaines peuvent être très graves. Quand vous faites une erreur comme celle que j'ai signalée dans un message de la chancelière allemande et que c'est quasiment dans le dernier paragraphe que se trouve l'erreur, c'est quand même relativement grave. Bon. Et l'exercice auquel nous nous sommes livrés, d'une manière je dirais très profane, aucun d'entre nous n'était des traducteurs professionnels, sauf une personne. Je parle de Françoise Sabatelli, qui ne semble pas être présente aujourd'hui, mais qui devait l'être, et en tout cas qui a partagé cette expérience avec moi et avec Dietrich Voss-Lambert. Donc, on a fait ça en tant qu'internaute. Hein. Bon, disons internaute, disons avisé, on pourrait le dire comme ça. Donc très clairement, on voit aussi au centre de cette affaire-là la question du contrôle humain. Il est évident que les textes originaux qui ont par définition fait l'objet d'un contrôle humain ne posent pas de problème, mais que tous les autres, on trouve des problèmes. Et l'objet de notre évaluation, c'était de dire à la présidence allemande que c'était regrettable que le contrôle humain soit limité à 3 langues. On aurait pu le faire en 4 langues, en 5 langues ou en 6 langues. Et on aurait pu rajouter l'italien, l'espagnol et peut-être le polonais. Et à ce moment-là, on couvrait quasiment 85% de toute la population européenne. Donc, autre élément qui pour nous ne sont pas conclusifs, mais enfin, c'est plutôt une sorte d'appel à recherche. Je ne sais pas si la technologie peut répondre à la question. Et pour nous, il faudrait envisager, à défaut de développer le contrôle humain, qui a ses limites. Le contrôle humain a ses limites humaines, parce qu'il faut avoir le personnel pour les faire, surtout quand on a 24 langues. Et puis, il a sa limite budgétaire. C'est tout à fait évident. Donc, dans ce cas-là, est-ce que la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut développer des techniques de détection d'erreurs ou de biais de signification qui seraient automatisables? C'est la question. Moi, j'ai regardé les techniques actuelles d'évaluation
qui ne semble pas aller du tout dans ce sens-là. Alors, première technique, bon, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, on a suffisamment parlé, mais la traduction inverse est un moyen de contrôle tout à fait remarquable. C'est un moyen de détection d'erreur, et il faudrait que le système donc de TA puisse constater qu'il y a une divergence significative entre la source et la traduction inverse. Autre hypothèse de travail qui est un peu plus complexe, mais qui relève en fait de la même idée, c'est de pouvoir comparer entre elles plusieurs traductions à partir d'une même source. Donc, je pars de la traduction allemande, ou je pars de la traduction, je pars de la version initiale en allemand, ou de la version initiale en français ou en anglais, et je vais ensuite comparer la traduction en italien, en espagnol, en français, à partir de l'allemand, par exemple. Et je vais voir s'il y a une divergence. Bon, si l'espagnol et le français correspondent, sont en cohérence, et que, par exemple, uniquement la traduction en italien, un cas que nous avons rencontré, semble dévié, il y a là une source d'erreur qui peut soit déclencher des processus de correction par la TA, soit déclencher une alerte à destination de traducteurs humains. Troisième niveau, et je vais terminer là-dessus, on part en fait de plusieurs langues, donc, mais on va comparer les traductions dans une même langue. Donc c'est le même schéma, mais à l'inverse, c'est bon. Donc on part de l'origine en français, en allemand ou en anglais, par exemple, et on voit ce que donnent ces trois sources dans un texte en italien, en espagnol, etc. Et à chaque fois, on se trouve confronté à la nécessité de comparer en fait des traductions entre elles et de voir s'il y a ou il y a défaut. Donc, si on trouve qu'il y a cohérence, mettons qu'il y a trois traductions à partir de trois sources différentes, trois traductions dans une même langue, eh bien, on voit si les trois traductions correspondent ou s'ils ne correspondent pas. S'ils ne correspondent pas, eh bien, il y a manifestement un défaut. Voilà. Donc, j'ai terminé. Donc, là, quand même, les enjeux sont là tout à fait considérables. Il faut quand même le mesurer, hein, puisque c'est une question d'égalité entre les citoyens. Entre si moi je suis lituanien et que je récupère des traductions de très mauvaise qualité et que je ne suis pas anglophone ni francophone, je suis en situation d'infériorité. C'est pas négligeable. Donc, les réponses à ça, c'est on augmente le nombre de traductions garanties ou bien on améliore la traduction automatique. Et donc, voilà, donc, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne sais plus très bien la dernière conclusion que je voulais en tirer, le deuxième enjeu. Oui, c'est ça. En fait, la question, est-ce qu'on peut arriver à ce que l'ATA devienne un outil dans les mains des auteurs eux-mêmes, des rédacteurs eux-mêmes, quand ces auteurs sont eux-mêmes en possession, qui ont une bonne connaissance de plusieurs langues étrangères. Bon, je prends le cas qui est quand même quelque chose d'un petit peu de... Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe, bon, c'est pas grave. Vous considérez par exemple un rédacteur allemand qui rédige son texte, bien évidemment en anglais. Le texte allemand est parti à la poubelle et ensuite, seul le texte anglais va suivre sa vie. Bon. Avec l'ATA, on part d'un texte qui est archivé, qui est le texte initial en allemand, on a les traductions en anglais, et si cet allemand parle également français ou une autre langue, on va d'emblée partir avec, avant même que les textes soient pris en charge par la DGT, on va partir avec 3 traductions. Et lui, en tant qu'auteur, il est son meilleur relecteur. Voilà. Donc, c'est une idée sur laquelle je voulais conclure, mais qui pourrait être un usage intelligent de l'ATA. Malheureusement, Daniel Proulx est parti, donc il ne peut pas répondre à cette question-là, mais c'est une question qu'on laisse en suspens et sur à laquelle je dirais, nous tenons pas mal. Voilà, j'ai terminé.